Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibia pour ce nouveau numéro de Microscope ce soir. Au programme diplomatie, relations internationales, économie, il y a quelques mois, un peu plus d'un an, nous évoquions notamment le BRICS, où Abdel un président algérien qui avait tout fait, qui avait mis toute son intention et toutes ses forces pour que l'Algérie puisse intégrer le BRICS à l'époque. D'ailleurs, il avait même dit clairement au sein de la presse que oui, c'était fait, l'Algérie allait donc intégrer le BRICS, sauf que le pays, malheureusement, on y reviendra dans le cadre de cette émission en août 2023. L'Algérie repartait bredouille puisque les États membres, les États officiels ont décidé de ne pas voir l'Algérie intégrée donc au BRICS, à savoir actuellement donc il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà, donc c'est une question qui se pose très rapidement en début d'émission. On essaiera de revenir sur cette actualité importante en août 2023. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas intégré le BRICS? Alors la nouveauté, c'est tombé dans la nuit dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi. On est le jeudi 24 octobre, puisque les États membres ont décidé de ne pas intégrer des États membres permanents, mais des États partenaires, pays partenaires officiels donc des BRICS, notamment la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan, le Vietnam et aussi l'Algérie. Voilà, on y reviendra. En quoi consiste réellement ce rôle? Alors, on sait que l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, c'était en août 2023, Abdelmadjid Tebboune avait aussi annoncé clairement l'injection d'1,5 milliard de dollars au sein du BRICS. Donc, on essaiera de comprendre en quoi est important ce rôle de partenaire ou en quoi il n'est pas réellement important pour le pays. Et puis on viendra aussi sur les annonces une nouvelle fois du président algérien. Il y a quelques semaines, il disait clairement que la page était tournée, que le BRICS était une parenthèse. Et aujourd'hui, voilà le pouvoir algérien qui se dit tout de même fier de cette décision de ces pays membres donc, qui ont décidé officiellement de rendre l'Algérie pays partenaire officiel des BRICS. Donc on y reviendra. On reviendra aussi bien évidemment en contradiction avec certainement cette économie algérienne. On en parle ce soir aussi. Pour certains, en tout cas, une économie qui manque de diversification, une économie qui manque de dépendance, un pays qui est aujourd'hui quasiment dépendant des hydrocarbures, le pétrole et le gaz, une diplomatie aussi à tâtons qui a posé énormément de questions, pour certains une diplomatie notamment qui navigue à vue, qui manque de vision, puisque vous le savez, les relations internationales, notamment pour le BRICS et l'économie est très, très importante. Et puis peut-être ce manque ou pas de vision, d'avenir pour le pouvoir algérien qui a du mal tout de même à faire face à certains fléaux comme les haragas. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers à prendre le large pour quitter le pays. Et puis des talents, des chercheurs, des penseurs, des têtes pensantes qui aussi se donnent les moyens pour partir et des familles qui souffrent. Tout ça, c'est lié à l'économie. Si l'économie est prospère dans un pays, pourquoi ces Algériens et ces Algériennes, notamment les derniers bacheliers, se donnent les moyens de quitter le pays? Avec nous, un spécialiste des relations internationales, analyste politique, Gamal Abina, bonsoir. Plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation à nouveau. Je voudrais aussi saluer que souvent vous diffusez vos lives sur notre chaîne, notamment sur vos réseaux sociaux. Et je voulais aussi vous saluer car ça permet aussi à d'autres internautes de vous suivre et de suivre aussi nos programmes. Devrait nous rejoindre Lies Djebali, est peut-être avec nous maintenant. Oui, il est là. Lies Djebali, bonsoir. Bonsoir, bienvenue Lies Djebali, ingénieur économiste, analyste politique, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Chaben, ça fait un grand plaisir de te retrouver au fin de Magharibia. Ça me fait un grand plaisir. Et puis aussi, je salue notre ami Gamal Abina et puis toute l'équipe El Magharibia qui assure la couverture de cette émission. Et bien sûr, une salutation à nos amis, nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci pour l'invitation. Merci à tous les deux d'être là, peut-être pour ouvrir tout de même cette émission sans trop s'y attarder, mais c'est lié, hein, vous allez me dire avec vous, Gamal Abina, pour
pour commencer, on est en août 2023. Abdelmadjid Tebboune, président actuel algérien, avait annoncé, avait donné tous les moyens en amont, en se déplaçant en Chine, en Russie. Il avait annoncé clairement que l'Algérie allait intégrer donc le BRICS. L'Algérie repartit bredouille. Quelles ont été les raisons, selon vous, de ce revers peut-être symbolique, politique, économique, diplomatique, sachant que M. Lavrov, pour la Russie, avait tout de même évoqué qu'il fallait des pays peut-être avec une certaine puissance économique et des pays notamment d'avenir? Alors déjà, après en préambule, j'aimerais dire une chose par rapport à un ami qui vient de nous quitter, le docteur François Deroche, qui nous a quittés malheureusement avant-hier, qui laisse 3 enfants, 3 filles. Donc le docteur Deroche qui était régulièrement invité sur vos plateaux aussi. Donc je lui rends hommage, c'est un homme qui était honnête, c'est un homme qui était formidable, c'est un homme qui se donnait à 100% sur les causes qu'il défendait. Et malheureusement, il nous a quittés prématurément il y a 2 jours maintenant. Donc je lui rends hommage. La prière de Janaza se fera demain matin à Saint-Ouen. J'invite les gens qui l'ont aimé, qui l'appréciaient, à s'y rendre. Et je tenais vraiment à apporter mon soutien parce qu'évidemment, merci pour la photo. C'est quelqu'un qui était vraiment un homme de cœur. C'est quelqu'un qui était excellent, qui était humain, qui aidait tout le temps. Et c'est quelqu'un qui mérite effectivement qu'on lui rende hommage. Merci encore pour ce grand docteur Deroche qui va nous manquer. Merci pour ces quelques mots. La chaîne, bien évidemment, lui a rendu hommage et on continue à lui rendre hommage. Gamal Abina. Donc, pour répondre à votre question, oui, alors il y a plusieurs aspects. Premier aspect, quand Lavrov dit qu'il faut des pays avec des économies qui soient solides, il ne peut pas disqualifier l'Algérie sur cette base. Pourquoi? Parce qu'en termes de PIB, l'Algérie, c'est plus de 200 milliards, quand un autre pays comme l'Éthiopie ne faisait que 111 milliards. Donc, la question de l'économie, elle doit être vue avec des pincettes. Ça veut dire que ce qui a été pointé du doigt en Algérie, c'est la question des réformes bancaires qui n'étaient pas au rendez-vous. En termes de diversification, il faut quand même mettre à haut là. Il y a une diversification à l'intérieur. Il y a vraiment une économie très diversifiée, mais qui peine à s'exporter. C'est-à-dire que l'appareil industriel n'est pas assez puissant. On l'a vu avec l'affaire Morjane, pour pouvoir exporter à l'extérieur. Donc, il y a une amorce de diversification. On le voit bien avec tout ce qui est produit industriel, certains, mais surtout tout ce qui est minier. On commence à avoir une diversification, mais c'est vrai que ça ne répond pas aux attentes du pays qui commence à se développer. Après, une des raisons la raison majeure pour laquelle l'Algérie a été disqualifiée au BRICS, alors qu'effectivement, tout le monde pensait qu'elle rentrerait, les Sud-Africains avaient apporté leur soutien, les Brésiliens de Lula ont apporté un soutien parce qu'ils sont très amis de l'Algérie, les Russes, ça va de soi, le principal partenaire algérien, les Chinois, qui l'ont annoncé haut et fort. Mais le seul pays qui s'était pas prononcé, c'était l'Inde, et pour des raisons simples. C'est que l'Inde était en bisbille avec l'Algérie sur l'affaire de Lachmi Mittal, sur tout un tas d'affaires où ils avaient une inimitié algérienne qui n'est pas nécessairement liée à la religion, mais qui était liée à des concurrences peut-être économiques déloyales, qui aujourd'hui, à la suite, et c'est pour ça qu'on parle de ce partenariat, de la visite d'une autre responsable indienne, je crois que c'est la présidente, si je ne me trompe pas, ou du Parlement, il me semble, eh bien là, comme par hasard, ça s'est dénoué. Donc la question politique l'a emporté sur les questions économiques. Et j'ai envie de dire simplement que les Turcs, qui font presque 800 milliards de PIB, ont été écartés des BRICS pour raisons politiques, que l'Arabie n'est pas dans les BRICS, faut pas se tromper, ça n'a pas été validé au Parlement pour l'instant en Arabie. Effectivement, ils ont été acceptés par le principe, mais comme l'Argentine, on n'est pas certain qu'ils y rentrent. En revanche, 2 pays ennemis y ont été admis. L'Égypte et pour des raisons politiques, l'Éthiopie. Un pays qui est concurrent et qui a une économie solide, les Émirats arabes unis, et un autre pays qui lui est concurrent et partenaire, l'Iran. Donc tout ça, ça crée un écosystème économique avec des pays qui ne sont pas nécessairement d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur un principe, c'est de tout faire effectivement pour que les économies de ces pays soient intégrées et puissent se développer. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, l'Algérie, qui a claqué la porte, vous avez raison de le dire, l'a fait de manière très stratège, parce que finalement, c'est claquer la porte, c'est dire on n'en veut plus, et c'est eux qui viennent les chercher. Donc c'est pas inintéressant sur un plan politique. Mais c'est aussi cette question qui se pose, je vous garde encore 2 minutes, Gamal Abina, sur les raisons qui, malheureusement pour le pays, parce qu'effectivement on aimerait avoir de plus en plus un pays prospère où les Algériens vivraient normalement et dignement avec tout ce que ça consiste. Ces questions qui se posent aussi sur cette politique intérieure, parfois cette légitimité, puis aussi cette économie. Un SMIC qui est aux alentours de 18-20 000 dinars, un pouvoir d'achat qui est qui est de plus en plus difficile en Algérie malgré les annonces. Est-ce que ce ne sont pas, selon vous, la gestion du pays par les pouvoirs qui se succèdent en Algérie, ce n'est-elle pas une des raisons principales qui fait aussi que le pays a du mal à s'imposer, notamment, pour prendre cet exemple, le BRICS? Alors, j'ai envie de dire simplement que la question du pouvoir d'achat n'existe pas quasiment en Éthiopie. Il y a des pays qui ont un pouvoir d'achat largement moins bon. C'est pas tellement ça la problématique. La problématique que vous évoquez, il y a des problématiques internes, donc la vie du citoyen,
qui effectivement est difficile. 20 000 dinars de salaire, c'est très faible. C'est en progression, on l'a observé, mais c'est vrai que ces questions de réforme, d'abord bancaire, puis ensuite monétaire, parce que la monnaie algérienne est une monnaie qui est à deux vitesses. Il y a le marché noir parallèle à 260 dinars pour un euro. Quant au marché officiel, c'est 150 dinars. Déjà, il y a un différé énorme et surtout, ça donne le sentiment qu'on a une monnaie qui n'est pas vraiment prise au sérieux. Donc, quand je parle de réforme bancaire et structurelle de l'économie, à savoir que les banques ne sont pas à la hauteur des enjeux du pays, eh bien, si des réformes étaient conduites, il y aurait une relance effectivement de l'investissement, un intéressement des pays extérieurs et il pourrait y avoir une ouverture plus importante. Aujourd'hui, l'Algérie a encore beaucoup à faire sur le terrain bancaire, sur le terrain financier. On a une bourse qui est aphone, qui est quasiment inexistante. Sur le terrain effectivement de l'investissement extérieur, sur le terrain de la création d'un fonds souverain qui sera un fonds capital qui permettrait de pouvoir prendre possession de sociétés extérieures, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui sont posées. Mais je pense qu'une des raisons principales qui fait que ça a été dénoué, c'est la question indienne. Les Indiens n'ont pas eu de problème avec l'Iran, étonnamment, mais avec l'Algérie. Donc, je pense qu'effectivement, la progression de l'Algérie, c'est pas tellement en termes de PIB, parce que le croisement, enfin l'intégration dans une zone économique comme les BRICS est un intérêt évident pour l'Algérie, parce que les idées vont rentrer. Mais il y a d'autres raisons qui font qu'on doit revoir la copie au niveau interne, en vérité. C'est les réformes structurelles pour que les gens vivent mieux, qu'ils aient un pouvoir d'achat meilleur et qu'effectivement, l'investissement converge pour créer de l'emploi massivement et faire en sorte que le pouvoir d'achat augmente. Parce que simplement, il y a un principe, l'offre et la demande. S'il y a une offre importante de travail et une demande qui est moins importante, eh bien, mécaniquement, les salaires montent. C'est un principe économique de base. Et je pense que l'Algérie devrait peut-être, j'espère, rapidement proposer plus d'emplois, une massification de l'emploi pour que les gens aient envie de rester, qu'ils aient un salaire digne et qu'ils puissent vivre dignement. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Lies Djebaili, même question, un petit retour en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en août 2023, un pays qui à l'époque pour le président algérien était un pays, et toujours d'ailleurs, il parle d'un pays émergent en termes d'économie, vous connaissez le problème. Retour en arrière, pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas accédé aux BRICS? Les mêmes raisons que Gamal Abina, et il y a aussi cette question, je reviens dessus, elle est importante, de gestion et de politique intérieure. C'est un pays aussi qui a encore subi la corruption et qui a cette image très, très ternie au sein des États internationaux. Il faut un discours de vérité quand on veut solutionner un problème, remédier un problème. Il faut dire que se passe-t-il en Algérie sur le plan économique. Nous sommes tous Algériens, nous savons que notre pays, quasiment, c'est un pays continent. Il y a le soleil se côtoie avec la neige, les montagnes, la mer, 1200 km de côte. Nous avons des ressources minières, nous avons du gaz, du pétrole, nous avons même les terres rares apparemment, nous avons de l'or, nous avons du manganèse, nous avons aussi quelques raffineries qui peuvent répondre aux besoins de la consommation antérieure. Nous avons tout, mais à chaque fois, nous sommes incapables d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une planification, parce qu'il n'y a pas une stratégie, parce qu'il n'y a pas une vision. C'est que le BRICS, ses membres, ont rejeté la candidature de l'Algérie. Pourquoi? Est-ce que sur des critères politiques? Est-ce que sur des critères économiques? Est-ce que sur d'autres critères? Nous ne le savons pas. Il n'en demeure pas moins. La candidature de l'Algérie a été rejetée. Le président Tebboune a fait l'adhésion, l'entrée de l'Algérie au sein du BRICS, son cheval de bataille. Il faut atteindre 200 milliards de dollars. En 2025, nous allons atteindre 400 milliards. Alors, si nous voulons revenir et voir le budget de la nation, comment elle a été concoctée, je veux dire, il y a un déficit budgétaire 2024 de 46 milliards de dollars. En 2025, il y aura un déficit budgétaire de 65 milliards de dollars. Nous, 120 milliards de budget de l'État, c'est le plus grand budget depuis l'indépendance de l'Algérie. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, Chaben, tu m'as invité, on parlait à cette époque-là de 94 milliards. Vous nous dites, à chaque fois, nous allons diversifier. Nous allons diversifier. Nous avons même des problèmes dans le cadre de l'association, le partenariat association Union européenne-Algérie. Il y a un déséquilibre commercial. Vous désaliénez l'exportation des hydrocarbures, il n'y a rien. Nous n'exportons rien. Les investissements directs des étrangers, quasiment 1 milliard de dollars.
alors qu'il y a d'autres pays voisins, par mesure de prudence, on ne va pas les citer pour ne pas passer pro ou anti, c'est-à-dire les investissements sont beaucoup plus massifs. Une question très simple, il y a une vision stratégique, elle est où la planification stratégique? Récemment, ils ont interdit l'importation des voitures de 3 ans. Mais parce que le citoyen algérien, pourquoi il veut importer une voiture de moins de 3 ans? Parce que la voiture neuve, ça coûte trop cher, trop cher en Algérie. Alors, Elias, le SMIC, il est à 20 000 dinars. Notre candidature a été rejetée pour revenir au sujet central. Est-ce que nous avons des relations un peu distordu avec l'Inde? Je ne pense pas. D'ailleurs, nous avons offert à un Indien, un Anglais d'origine indienne, Lakshmi, nous lui avons offert un plateau, je vais dire un plateau quasiment en argent, le complexe sidérurgique de Annaba, que je connais personnellement quand j'étais jeune, quand je partais au bord de la mer. Donc je connais. On lui a offert le four, tout le complexe sidérurgique. Et on a même épongé ses dettes. On a vendu à 0 €. Lui, il a fait une plus-value de 1 milliard de dollars. Il a pris la fuite. C'est parce qu'il n'y avait pas une gouvernance économique, parce qu'il n'y a pas une vision, parce que les banques sont lentes, parce qu'il y a une c'est la question que j'allais. Système bancaire. C'est la question que j'allais. Je vous garde aussi encore 2 minutes, Elias Djebali, 2 interventions. Chacun, c'est la question que j'allais vous poser. On n'a pas spécialement, enfin, un pays n'a pas spécialement besoin d'attendre l'intégration du BRICS ou pas pour voir un peu sa position. On n'apprend rien à personne. Le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie fait partie aussi des plus grands pays du monde, vu sa superficie. Vous parlez notamment de ses ressources. Elles sont en nombre. Qu'est-ce qui bloque aussi en Algérie? Pourquoi est-ce que les pouvoirs qui se succèdent ont du mal réellement à faire émerger cette économie, à donner plus de place aussi à l'emploi et à faire en sorte tout simplement que les entreprises viennent investir au sein du pays, que ce soit des firmes ou des groupes étrangers, ou tout simplement des citoyens algériennes qui malheureusement font tout pour aller donner leur temps, leurs compétences et leur savoir-faire à d'autres pays, ce qui est tout de même malheureux pour le pays. Bien évidemment, pour eux, on leur souhaite de beaux avenirs. C'est la 4e ou la 5e fois que je reçois le professeur Moptoul, expert international en économie, dans la gestion, ex-haut cadre de la Sonatrach. Il a dit, arrêtez, c'est comme si vous prenez un bidon, il est troué. Vous mettez de l'argent, cet argent va partir en évaporation. C'est une question d'évaporation. Tant que vous ne faites pas les vraies structures économiques, qu'est-ce qu'il demande l'Union européenne? Moi, j'ai lu le partenariat UE-Algérie. Il y a 110 articles. Dans l'article 47, nous sommes prêts à aider l'Algérie. Nous sommes prêts pour une coopération économique. Nous sommes prêts pour un transfert. Nous sommes prêts à relever le défi avec vous, à condition, vous êtes algérien, vous êtes capable de faire les structures économiques qu'il faut. Où sont-elles, ces structures économiques? Où sont-elles? Vous nous montrez ici des conteneurs dans des caténaires, des méthaniers, sachant que tous les ports d'Algérie ont été vendus aux Émiratis. Quand vous vendez vos ports, c'est-à-dire le centre nerveux de votre souveraineté économique, de votre économie, vous perdez tout. La Chine, elle n'a pas aidé l'Algérie. Elle aurait pu, elle l'a pas fait. La Russie, c'est notre allié stratégique. Il le restera, j'en suis sûr, parce que c'est le premier. Ils nous vendent des armes, des S-300, des S-400, des Sukhov 37, 57, je ne sais quoi, mais il nous a pas aidés. L'Afrique du Sud, elle a été acceptée en 2010, pas sur des critères économiques, que sur des critères politiques. Au sein de l'alliance des BRICS, on parle de quoi? On parle de la géostratégie, des relations géostratégiques, on parle du commerce, on parle de la transition climatique, de sécurité et de paix. Tous ces pays sont présents, malheureusement. Un pays comme le nôtre, comme l'Algérie, qui a donné ses preuves je veux dire, dans les années 70, on avait une grande diplomatie, est absente. Quand l'Algérie, elle voulait se montrer, oui, favorable en mettant dans la BAD
dans la présidente, c'est Dilma Rousseff, ex-président du Brésil. 1,5 milliard d'euros. Ces 1,5 milliard d'euros vont servir quoi? À développer les projets des pays membres. J'ai posé la question hier à M. Maptol. J'ai dit comment ça se fait que l'Algérie a été rejetée et par mesure de nid, par mesure de fierté, nous mettons 1,5 milliard d'euros. C'est 1,5 milliard de dollars. Vous investissez pour relancer l'activité, pour créer de l'emploi, pour mettre fin au chômage des jeunes. Il m'a dit non, sous son contrôle, je lui fais confiance. Parce qu'il a eu une discussion avec une grande personnalité économique chinoise. Elle lui a dit que c'est 1,5 milliard d'euros que l'Algérie a mis, parce que la Chine elle a mis 100 ou 150 fois plus, servent aussi à développer certains pays autres que membres de BRICS. Ils n'en demeurent pas moins. Je reviens à vous, Liad Djebali, on continue. Ils ont perdu la face, c'est ça la réalité. Gamal Abina, pays partenaires officiels, ça veut dire quoi? C'est un lot de consolation, ça pourrait permettre, alors pour certains, c'est peut-être une passerelle qui pourrait permettre demain à l'Algérie vraiment de devenir membre permanent, mais on se rend compte tout de même. Alors pour vous aussi, c'est peut-être des questions politiques, mais les questions économiques, elles sont importantes. Alors pour nos téléspectateurs, ça veut dire quoi? Pays partenaire du BRICS. Bon, déjà, ce qui est intéressant, alors Lias dit un truc très juste, effectivement, il dit que lorsqu'on met de l'argent quelque part, il doit être rentabilisé, et dans une banque, c'est rentabilisé. Et l'investissement interne aurait été peut-être plus intéressant, sauf qu'il y a une stratégie d'entrisme de l'Algérie qui dit je mets de l'argent, donc je vous montre que je commence à vous faire confiance, et je fais un coup de pression en disant ça m'intéresse plus. Et là, comme par miracle, on invente une formule nouvelle qui rappelle un peu les pays attachés à l'Europe, hein, tout ce qui est pays ou qui travaille comme la Turquie avec l'Europe sans être dans l'Europe. C'est une sorte de passerelle, effectivement, vous avez raison de le dire, une passerelle pour rentrer dans les BRICS en disant voilà, on vous prépare le terrain, on se met d'accord sur l'essentiel. Mais il ne faut pas oublier une chose essentielle, à mon sens, et ça a été dit par Lies, c'est que des pays qui sont rentrés, donc l'Afrique du Sud n'est pas rentrée sur les critères économiques, elle n'avait pas les épaules pour rentrer dans les BRICS. Elle est rentrée parce que c'est l'Afrique. Il fallait qu'il y ait un pays africain qui rentre, et celui qui avait une industrie la plus solide, entre guillemets, c'est l'Afrique du Sud, première puissance économique. La seconde puissance économique qui rentre dans les BRICS, c'est l'Égypte. Donc, logiquement, la troisième puissance qui aurait dû rentrer, c'est l'Algérie, parce qu'on est classé troisième. Or, c'est l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie est un véritable hub industriel. Il y a 5 zones économiques spéciales en Éthiopie dédiées à la Chine. C'est la Chine qui investit massivement. Alors, par contre, je mettrai un bémol sur les investissements qui sont faits au Maroc, particulièrement, par rapport à l'Algérie. Pourquoi il y a autant d'idées au Maroc? D'abord parce que le Maroc est une plateforme industrielle que l'Europe aime bien avoir, puisqu'ils sont à proximité. C'est la porte de l'Europe, hein, je veux dire, les Gibraltar. Que les Marocains offrent quelque chose qui attire les IDE, c'est des avantages fiscaux considérables, des zones franches, pas de TVA à payer, pas d'impôt pendant 5 ans. Donc, c'est très attractif avec un pouvoir d'achat de la population, enfin, avec plutôt un salaire moyen qui est autour de 300 €. Donc, en termes d'avantages concurrentiels, le Maroc est bien placé et c'est séduire les investisseurs. Ils ont une politique, effectivement, de séduction par de la diplomatie, par des envoyés spéciaux, par la diaspora, qui fait que les Marocains attirent beaucoup d'investissements directs étrangers et surtout, ils ont une bancarisation très solide. Le Maroc a fait une réforme bancaire il y a longtemps. Aujourd'hui, elle est dans une économie très financiarisée, ce qui facilite l'installation, effectivement, des entreprises. L'Algérie n'a pas fait ce pari, malheureusement, de financiariser l'économie, de massifier peut-être le système bancaire de façon réformée, qu'on puisse avoir des facilités bancaires pour pouvoir investir. Et surtout, il y a la question de la devise qui est difficile à sortir. Donc, tous ces éléments-là font que beaucoup d'investisseurs, avec un cadre juridique qui bouge tout le temps en plus, même si depuis quelques années c'est stable, mais c'est vrai qu'on est héritier d'un territoire, d'un pays qui avait d'abord un dogmatisme. Mais quand on aspire, vous allez revenir, Gamal Abina, restez avec moi, vous allez revenir aussi sur un peu votre définition de ce rôle de partenaire, voir un peu réellement, est-ce que c'est un lot de consultation, l'Algérie a été membre du Conseil de sécurité non permanent. Alors, la presse algérienne avait fait tout un pataquès. Pour certains, c'est bien, et pour d'autres, c'est pas très utile ou en tout cas puissant. Mais on va pas revenir là-dessus avant d'avoir votre avis. Mais comment un pouvoir algérien peut-il aspirer aussi à intégrer un BRICS alors qu'à l'intérieur du pays, vous parlez de devises. Aujourd'hui, l'euro est à 250 dinars au marché, excusez-moi du terme noir, c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin non officiel. C'est un pouvoir aussi qui a du mal peut-être à se projeter, qui a du mal à réformer, à proposer, un ministre de l'économie, s'il y en a un, qui a peut-être du mal aussi à travailler. Je vois que Lias Djebali aussi hoche la tête, va réagir là-dessus. Gamal Abina. Je dirais simplement, la question de la monnaie, pour moi, c'est une question essentielle. On avait un ami qui malheureusement nous a quittés, qui avait évoqué la question du nouveau dinar.
C'était très intelligent de sa part parce que l'Algérie devrait effectivement, comme De Gaulle l'a fait en 58, passer de l'ancien dinar au nouveau dinar. Pourquoi? Pour récupérer les capitaux qui sont dans le marché noir, on peut en parler, c'est des milliards qui traînent dans le marché noir, pour bancariser massivement la population et pour faire en sorte que le dinar nouveau soit un dinar qui soit corrélé à la réalité de l'économie du pays. C'est un pays qui a une économie qui est quand même qui est appuyée sur le gaz et le pétrole essentiellement, mais sur d'autres moyens, et qui pourrait faire du dinar une sorte de monnaie de référence africaine. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Là, c'est très étonnant. Je pense que la réforme du dinar est liée peut-être au fait qu'il y ait une tolérance du marché. Vous pensez que le nouveau dinar serait une solution? C'est peut-être la gestion, les personnes qui gouvernent et les compétences. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui fait que est-ce que c'est vraiment de changer la monnaie, un nouveau dinar qui permettra de... Parce que qui dit dinar sous la table dit quelque part corruption, hein, d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Non, mais je pense que le nouveau dinar est d'abord une nécessité parce que le dinar ressemble à rien. Enfin, 1 euro pour 250 dinars ou 200 ou 150 dinars sur le marché officiel, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'une réforme monétaire, si on fait une réévaluation de la monnaie, en faisant le nouveau dinar, ça veut dire qu'on donne une valeur sérieuse à la monnaie, ça fait plus monnaie de singe. Ensuite, surtout, mécaniquement, vous avez un pays qui commence à s'adosser à l'économie mondiale parce que quand on a un change qui est plus ou moins, une parité plus ou moins existante entre l'euro, par exemple, et le dinar, là, on commence à parler d'égal à égal. Je donne un exemple très concret pour le Maroc, par exemple, pour la Tunisie. Leur monnaie, évidemment, se protégée par l'État. C'est une monnaie qui est défendue contre les attaques. Ça coûte cher de maintenir un taux de change fixe, mais le Maroc a un taux de change de 1 pour 12. Donc, ça veut dire que le rapport pour un touriste, quand il arrive au Maroc, il sait qu'il divise en gros son pouvoir d'achat multiplié par 10. En Algérie, c'est un pouvoir d'achat démultiplié avec, évidemment, la volonté de passer... Mais ce qui fait cette raison, je voudrais pas qu'on fasse une émission sur le... Et je voudrais que Leslie Djebali réagisse là-dessus, mais sur le fait que le dinar aujourd'hui est à 250, c'est parce qu'on a l'impression que dans ce pays, personne gère, personne s'en occupe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que réellement c'est de changer le dinar? Lies Djebali, là-dessus, vous allez revenir, Gamal Abina, dans un instant. Lies Djebali, ma question était simple. Comment un pays peut-il réellement aspirer à faire partie des plus grands en termes d'économie, alors qu'à l'intérieur du pays, en termes d'exportation, c'est très difficile. Il y a aussi cette question du dinar qui prend des proportions pas possibles. En fait, on ne va pas rentrer on va pas évoquer les termes techniques, dépréciation, d'évaluation, tout ça. Mais tout ça, c'est lié à une politique, tout ça. C'est lié à une politique. La politique, une économique inexistante. Depuis Abdel Abdel, il n'y a plus cette politique. Il n'y a plus cette politique économique. Vous avez l'informel. L'informel, ils auraient dû intégrer l'informel. Est-ce que quelqu'un peut quantifier l'informel en Algérie? Personne ne peut le quantifier. Mais quelque part, il faut l'intégrer. L'Italie, quand même, c'est 3e puissance économique au sein de l'Union européenne et qui intègre l'informel de la mafia italienne du Sud et qui fait partie du PIB. C'est comme ça. On n'a pas d'autre choix. Notre monnaie, je ne vais pas dire une monnaie de singe par mesure parce que je suis algérien, nous respectons notre monnaie, c'est notre instrument de souveraineté, c'est notre critère d'union nationale, d'union politique, c'est la souveraineté, la monnaie. Lies Djebali, alors rapidement, vraiment, essayez si vous pouvez vraiment le faire en 1 minute 30, les Algériens nous regardent, quelle réponse on peut leur donner sur le fait qu'aujourd'hui, nous, on est capable demain d'aller au square d'Alger et d'échanger donc un euro à 250. C'est quoi la raison? C'est que c'est un pays qui est laissé à l'abandon, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut. Quelle est la raison principale de ce fléau? Attention, je pèse mes mots, c'est une rupture de confiance entre le peuple et le régime. Donc, vous vous rappelez, la ruée vers l'Ouest aux États-Unis, elle a commencé en 1848. Les États-Unis, c'était l'Ouest. La ruée vers l'Ouest, à la recherche de l'or, à partir des années 1848. La même chose, je veux dire, je ne compare pas, mais pourquoi la majorité des compatriotes veulent aller au square pour changer? C'est une question de sécurité, parce que la monnaie ne vaut rien, que ne vaut rien. Un euro 250 dinars ne vaut rien. Ça veut dire que le pouvoir d'achat s'effondre. C'est parce que cette monnaie, elle est vulnérable. C'est parce que ceux qui tiennent la gouvernance n'arrivent plus à gérer, parce qu'il n'y a pas de cap. Imaginez un port, le port square, ça veut dire quoi? C'est une place délimitée en mètres carrés,
qui génère de l'informel, pas de l'illégal, parce qu'il y a une différence entre l'illégal et l'informel, qui génère de l'informel au vu des institutions républicaines et personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ça fait des affaires, parce que ça développe le business. Forcément, cette place devrait ou doit appartenir à un des barons qui a un pignon cerise sur l'économie de l'Algérie. Comment se fait-il que, en principe, la bourse d'Alger, les locaux sont époustouflants, mais est-ce que vous avez vu est-ce que la bourse d'Alger à côté, elle est en mesure de coter le pétrole algérien, le Brent algérien, merci. Le ciment algérien? Rien. Cette bourse elle est fermée et on l'a substituée par le Port Square qui permet de faire du business. Et une question qui certainement, du pays. Une question aussi qui fait peur certainement peut-être à certains investisseurs. Le président algérien s'est exprimé il y a quelque temps, notamment sur le fait que le BRICS, c'est une parenthèse et c'est terminé. Aujourd'hui, l'Algérie donc intègre en tant que partenaire, on va y revenir sur ce terme important ce soir. À l'heure actuelle, d'ailleurs, la presse algérienne, pour l'instant, n'a donné aucune information, puisque ça a été décidé la nuit dernière. Alors, une presse algérienne, on en parlait en termes de liberté, qui attend certainement le feu vert du palais El Mouradia. On écoute le président algérien. احنا كنا باغيين ندخلوا المنظمة البريكس لأسباب معينة. لما شفنا إلى ما آلت إليه البريكس الأسباب هذه أصبحت غير واضحة. إذن الرغبة نتاعنا في الدخول للبريكس ما بقاتش نفس الرغبة اللي كنا باغيين نفوتوا مع كتلة والمستقبل كشاف. قيل أن هناك بعض من تحرك لمنع الجزائر من الدخول لهذه المجموعة. هل هناك أطراف اللي داروها يعرفوا اللي ما أثروش في الجزائر؟ هذا هو. وإحنا يعرفوا الجزائر بصفة عامة كدولة كرئيس كجمهورية ولا كمواطن، النيف هو النيف، النخوة. ما بغيتش الله يسهل عليك، روح أنا مانيش محتاج. 19h38 en Algérie. Si vous nous rejoindre le BRICS, l'actualité, l'économie ce soir, notamment pour l'Algérie. Gamal Abina, je reviens à vous. Qu'est-ce que veut dire donc ce mot de partenaire selon vous? Est-ce que réellement il a de l'importance pour l'économie, pour l'économie algérienne, donc le portefeuille et le quotidien des Algériens, ou c'est un lot de consolation pour reprendre mon expression? Je ne trouve pas que c'est un lot de consolation d'ailleurs. Elias a dit un truc intéressant tout à l'heure, il a parlé de l'accord d'association qui était extrêmement défavorable, vous voyez. Et les Algériens, effectivement, sont en train de le renégocier. Mais par contre, concernant la question de cet accord d'association, c'est un peu le même cadre, en vérité, c'est un coup de maître qu'a fait M. Tebboune, le président Tebboune, parce qu'il a dit quoi? Il a dit c'est fini, on ne veut plus l'entendre parler, alors que l'Algérie est en pleine ascension et que la Chine a besoin, puisqu'il fait partie de ces fameuses nouvelles routes de la soie, a besoin de passer par l'Algérie, évidemment, c'est logique, c'est un parcours incontournable parce que l'Algérie a 3 puissances africaines, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je pense que réellement, c'est loin d'être un lot de consolation. Je pense réellement que les BRICS ont pris au pied de la lettre ce qu'a dit M. Tebboune lorsqu'il a dit c'est fini, on n'en parle plus, c'est du passé, et qu'à ce moment-là, ils sont tout de suite précipités pour dire bon, on va revoir un peu la copie parce que là, c'était pas très, très intelligent de notre part. Après tout, on peut associer l'Algérie, elle a mis de l'argent dans la banque des BRICS, elle veut y rentrer, elle a voulu, et puis maintenant elle n'en veut plus. Donc effectivement, il y a un bisbis. Puis rappelons quand même que les 4 membres fondateurs, enfin 5 membres fondateurs, parce que l'Afrique du Sud est arrivée en 2010. Mais c'est pas irresponsable, c'est pas. Vous parlez de coup de maître, mais venant d'un chef d'État, c'est pas, ça relève pas de l'irresponsabilité de dire mais pour nous maintenant c'est terminé, c'est une parenthèse, alors que ça devrait être l'inverse, c'est essayer de continuer à avoir des engagements, de proposer, de montrer les éventuelles réformes, les perspectives. Certains pays, vous le savez, Gamal Abina, ont des perspectives et des projets économiques jusqu'à 50 ans, pour une cinquantaine d'années. Est-ce que c'est pas une irresponsabilité en disant, bah écoutez, nous, non, intégrer le BRICS, 26,2% du PIB mondial, c'est terminé?
Je trouve que c'est un coup de maître, encore une fois, je maintiens mon propos. Parce que comme disait Elias tout à l'heure, effectivement, l'Algérie a besoin de se diversifier. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais il y a une réalité. On ne peut pas faire l'économie d'un accord d'association avec un groupe aussi important, 26%, avec 40% de la population mondiale, c'est pas rien. Et je pense que là, quand M. Tebboune dit ça et que c'est fini et qu'on lui propose une solution, je suis désolé, mais c'est pas lui qui est en défaut, c'est les autres. Après, est-ce que c'est responsable? Il y a les coups de poker dans l'histoire qui arrivent, où on dit un truc, puis le lendemain on dit autre chose, ça arrive, ce qu'on appelle le réalisme politique. Ceux qui ne changent pas la vie, c'est que les imbéciles, comme on dit. Et je pense que là, le fait que les BRICS aient fait un pas vers l'Algérie le reçoit bien parce que finalement c'est eux qui tapent à la porte. Je trouve que c'est intéressant parce que ça ne met pas en figure en position de mendicité. Mais il est vrai. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter? Je vais un peu vite, le temps passe. Qu'est-ce que demain réellement les Algériens, les Algériennes attendent que ça, des startups qui poussent, des étudiants, des chercheurs, des familles qui aimeraient vivre dignement tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça pourrait apporter ça réellement pour le portefeuille des Algériens ou le développement du pays demain? Moi, je suis pas dans le délire Startup Nation. La startup est un élément de développement. Il y a d'autres éléments essentiels. On a un pays très agricole, très industriel, c'est en train de démarrer. Et on a besoin d'IDE, d'investissements directs étrangers. Et l'Algérie, si effectivement les BRICS s'intéressent à ce pays, a, en termes d'avantages concurrentiels comparatifs, a un avantage considérable. Une énergie abondante et pas chère, une jeunesse bien formée, un territoire immense, 2 millions. Donc un quart de la Chine en gros, c'est considérable. Donc l'Algérie est vraiment à tout point de vue peut-être séduisante, mais il faut effectivement que ces investissements se fassent dans un cadre légal qui soit adapté et qui soit rigoureusement strict, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réforme à chaque fois qui reviennent pour casser les investisseurs. Et surtout, il faut effectivement donner une chance à ces investisseurs d'employer des Algériens, faire en sorte qu'il y ait des partenaires stratégiques. Et là, je pense qu'il y a une fenêtre de tir qu'on doit saisir. Elle est intéressante. Il faut négocier parce que chacun y cherche ses intérêts. Je veux dire, les Chinois ou les Russes sont pas là pour nous aider, ils sont là pour faire de l'argent. Eh bien, l'Algérie, si elle négocie bien le truc, elle doit dire aux Chinois et aux Russes, si vous voulez qu'on achète votre matériel, produisez-le chez nous. Et là, ça deviendrait intéressant, effectivement. Ilyes Djebaili, je reviens à vous notamment sur ce terme de partenariat officiel. Alors je rappelle que pour l'instant la presse n'a pas encore réagi. On se souvient notamment sur la nomination de membres non permanents, notamment au Conseil de sécurité. La presse avait fait donc un certain nombre d'analyses et d'éloges. Pour vous, Ilyes Djebaili, ça veut dire quoi, partenaire officiel des BRICS pour l'Algérie? Est-ce que réellement ça peut apporter une crédibilité, un brin d'espoir pour les Algériens et les Algériennes dans un contexte et dans une gestion de politique intérieure, encore une fois, qui est voilà, où il y a pas mal, vous le disiez, pas mal de choses qui reviennent. D'abord ce fossé, parfois cette illégitimité, ce manque de confiance, ces questions de corruption. Ilyes Djebaili. Tout d'abord, le BRICS, c'est pas une association de petits pays qui s'allient, qui se retrouvent pour prendre le café du matin. Non, le PIB contribue à 31,5, quasiment 32% du PIB mondial. Donc, ça veut dire le 1/3 du PIB mondial. Le PIB nominal cumulé, il est entre 12 000 et 14 000 milliards de dollars. On prend uniquement l'Inde en 2050, le PIB de l'Inde atteindra vraisemblablement 8 000 milliards de dollars, 8 000 milliards de dollars, l'équivalent du PIB allemand et français en 2050. Ça veut dire que c'est un vrai pays émergent. Maintenant, nous avons raté le coche, il faut le reconnaître. Monsieur Tebboune aurait dû prendre acte du rejet de la candidature, de la non-acceptation, de l'adhésion de l'Algérie et travailler. Il faut travailler. Il y en a marre des paroles, passons aux actes, frappons fort et vite. C'est l'une des plus belles expressions qui a permis les pays de se libérer du joug nazi. Il faut se libérer. Pour se libérer, il faut travailler. Le travail, c'est une valeur. Le travail, c'est une valeur. Le travail est une valeur qui a été inventée par la gauche et qui a été récupérée par la droite pour en faire une vraie valeur. Donc la valeur. Sur ce travail, vous êtes Ilyes Djebaili. Non, c'est-à-dire il faut pousser le peuple, il faut dire, il faut qu'on travaille, il faut qu'on réforme, il faut qu'on change nos, il faut. Alors vous dites il faut moderniser les structures bancaires, financières. Vous m'entendez pas, je pense. La monnaie, tout ça, c'est important. Vous dites il faut qu'on. C'est ça la réalité. Nous prenons acte, oui, mais vous prenez acte. Mais tout le monde nous demande, tout le monde,
Chaban. Tout le monde demande à l'Algérie. Mais Liaz Jebali, vous dites il faut qu'on. Abdelmajid Tebboune vient de prendre 5 ans de mandature nouvelle. Vous dites il faut qu'on. Est-ce que vous restez quand même tout de même optimiste? Alors malheureusement, avant la campagne, on n'a pas entendu de bilan sur les plateaux télé, sur les finances, enfin sur plusieurs secteurs. Mais là, vous dites il faut qu'on travaille. Je pense que vous parlez du pouvoir algérien. Est-ce que vous êtes optimiste tout de même? Le président part pour 5 années. Vous êtes optimiste sur les années à venir et les perspectives en termes d'économie? Vous savez, Alexandre le Grand, avant qu'il meure, on lui a posé la question, il n'est pas grec, il est macédonien. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous retenez de cette vie avant de quitter le monde? L'espoir. C'est normal, nous gardons l'espoir. L'espoir que notre pays décolle, reparte de plus belle, c'est ça le plus important. Mais par le travail, c'est pas parce que nous disons nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons 60% d'étudiants universitaires, nous avons l'école polytechnique d'Alger, nous avons l'école d'architecture de Harrach, nous avons l'institut pétrole de Boumerdès, nous avons l'institut national d'agronomie. Mais tout ça, toute cette masse, il faut la faire travailler, il faut trouver du travail, il faut mettre le travail au cœur de l'économie. Écoutez, vous prenez le budget qui a été concocté de 120 milliards de dinars. Est-ce qu'il y a un support de charge qui est dédié, affecté à la création d'emplois? Il n'y a pas. C'est-à-dire que allocation chômage, subventions, même les subventions sont mal ciblées. Les transferts sociaux, n'en parlons même plus. Et où cette diversité? Il faut réformer en profondeur. Tant nous n'avons pas réformé en profondeur, nous allons rester à l'état statique, c'est-à-dire T plus delta T égale à 0. Nous ne pouvons pas bouger. Gamal Abina, même le FMI nous demande de réformer. Toutes les Gamal Abina, c'est un pays, l'Algérie est un pays aujourd'hui qui a besoin d'être réformé, d'avoir une nouvelle économie, de nouvelles perspectives. Et vous êtes optimiste sur Abdelmajid Tebboune repart pour 5 années. 5 années tout de même avec un tableau assez sombre en termes d'économie notamment. Comment vous voyez, alors vous allez nous expliquer, vous n'êtes pas trop d'accord, Gamal Abina, l'avenir? Parce qu'il n'y a eu que 3 ans d'exercice du pouvoir. Bon, il donc il y a eu 2 ans d'inactivité. Donc moi je pense que la progression, on l'a pu observer. C'était quand même une 4e puissance économique, 3e puissance économique avec un pétrole qui était en dents de scie. On a bénéficié du gaz, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais il y a aussi l'extraction minière, la transformation, il y a cette logique-là. Moi, ce qui me pose problème, là je rejoins totalement Liaz sur un point, et c'est le point que je dis toujours quand je suis en Algérie. Simplement, il faut apprendre la valeur travail aux hommes surtout, parce que les femmes sont très travailleuses, les hommes beaucoup moins malheureusement, c'est comme ça. Et donc il faut leur apprendre la valeur travail, il faut leur dire que notre richesse c'est pas le pétrole et le gaz, ça c'est ce qu'on appelle un intrant d'État qui ne nous concerne pas. Notre richesse c'est la valeur travail. Il nous faut des créateurs d'entreprise, il nous faut des innovateurs. Comment fait-on ça justement? C'est intéressant ce que vous dites effectivement. On a aujourd'hui un SMIC qui est aux alentours de 18 000 dinars. On a des conditions de vie difficiles parce que le travail, vous le savez, c'est aussi les transports, c'est les activités de loisirs, c'est l'équilibre, c'est la famille. Comment on redonne le sourire aux Algériens sur ces valeurs de travail, Gamal Abina? Déjà, on a la chance d'avoir 20% de la population qui est en dehors des frontières et qui a les compétences, qui a goûté le monde du capitalisme, de l'Occident, du loisir. Il faut transférer ça. J'invite toujours les Algériens, investissez chez vous. Commencez par acheter un appartement, montez une société, quel que soit le secteur d'activité, investissez et montrez que vous savez faire. Pas de façon condescendante, on n'est pas là pour donner des sons, c'est déjà le travail, mais il faut leur inculquer cette volonté farouche. Ensuite, la question qui se pose, c'est quoi? C'est comment faire pour que l'Algérien qui reste en Algérie puisse vivre dans des conditions dignes, ne s'ennuie pas, parce que la question du loisir est importante, c'est pas rien, la jeunesse s'ennuie et c'est pas normal, ça commence à changer, mais tout de même. Et surtout que l'Algérien ait un revenu qui réponde à des besoins. Et moi, je pense que les transferts sociaux, ça a été évoqué par Liaz, sont trop importants. Il devrait peut-être envisager un rehaussement des salaires de façon significative, avec une imposition des salaires aussi du privé, qu'on va appeler quasiment un recadrage des salaires qui serait plus ou moins aux normes occidentales, pas pour tous évidemment. Un rehaussement des salaires,
sachant que l'électricité et l'énergie ne coûtent pas cher, donc on est toujours concurrentiel, et réduire les subventions d'État sur les produits de seconde nécessité, pas de première nécessité. Je pense qu'on devrait faire ça. Ensuite, faire en sorte effectivement d'inculquer ces valeurs à la population, parce que les Algériens qui sortent du pays, bizarrement, ils ont une réussite assez extraordinaire, faut le reconnaître. Hein. Je parle même pas de ceux qui ont créé Yassir, c'est une start-up, mais tous les Algériens, que ce soit dans le domaine de l'industrie, l'agropharmacie, surtout dans la médecine où on est excellent, tous ces Algériens réussissent de façon incroyable parce qu'ils ont une farouche volonté de travailler, ils se mettent en concurrence dans un univers très concurrentiel. Eh bien, cet univers de concurrence doit être installé en Algérie, faire en sorte qu'on libère les énergies pour que les gens aient envie de travailler et qu'on se dise, bah, mon travail me rémunère, je suis fier de ce que je fais. Ça, c'est une chose qui doit être inculquée, non seulement à la tête de l'État, au niveau des ministères, mais au niveau de la fonction publique et après des travailleurs. Merci Gamal Abina. Rapidement, pour vous, c'est un coup de maître. Yes Djebali, est-ce que c'est pas une forme d'irresponsabilité? Le président algérien qui, il y a quelques semaines, disait le BRICS, c'est terminé, c'est une parenthèse, on n'en veut plus. La presse n'a pas encore réagi et peut-être qu'elle réagira positivement demain. Vous en pensez quoi, Yes Djebali, pour terminer? Quel coup de maître, Chaban. Soyons, quel coup de maître, quel coup de maître. Nous avons failli sur tous les plans. Tant que nous ne faisons pas un bilan, un audit de nos erreurs, de relancer le travail, de revoir, de changer, de structurer en profondeur ce pays, nous n'avons pas avancé. Quel coup de maître! Au fait, c'est une capitulation, je suis désolé. Peut-être le mot est fort. Oui, nous avons capitulé face à des pays. Quand je vois l'Éthiopie, quoique l'Éthiopie avec des ressources quand même, quand on voit l'Éthiopie qui a adhéré, qui a intégré, ça veut dire, est-ce qu'elle a été intégrée sur le plan économique, est-ce que sur le plan géostratégique? Mais l'Algérie, un grand pays qui a été rejeté, c'est-à-dire, c'est malheureux, c'est une capitulation. Au lieu, M. Tebboune aurait dû reconnaître, nous prenons acte du rejet de notre candidature, nous allons revenir avec force et conviction, nous allons remettre, après la Seconde Guerre mondiale, après l'affaire, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pleuré. Ils ont retravaillé, ils ont réindustrialisé l'Allemagne, les autoroutes. C'est ça pour faire décoller une économie. Yes Djebali. Je sais que Gamal Abina aurait des choses à dire aussi encore, mais on aura le plaisir de vous retrouver. Gamal Abina, merci infiniment pour votre fidélité. Yes Djebali, merci. Dans quelques instants, Salim Salhi, que vous allez retrouver pour El Umq, puis Mohamed Bachouch. Et puis Lotfi Double Canon, merci à l'équipe en régie bien évidemment pour le travail réalisé. Hussein Gasmi qui m'a accompagné pour préparer cette émission. Et puis encore une fois une pensée bien évidemment à François Deroche et sa famille. Bonne soirée à tous. Demain soir vous aurez le plaisir de retrouver Nasser Djoudi. Bonne soirée.